Je ne sais pas par où commencer et bien sûr pas par quoi finir non plus. Peut-être par ça, peut-être par le souvenir de l'ambassadeur dont on parlait, Wu Jianming, et il va nous manquer. Il n'y a pas beaucoup d'ambassadeurs qui sont capables de vous dire, Monsieur Andreu, vous rencontrerez beaucoup de gens en Chine, n'acceptez aucun compromis. Je lui ai demandé si c'était un langage diplomatique, il m'a assuré que oui. Je me suis appliqué à lui obéir. Je n'ai effectivement pas accepté souvent de compromis. Peut-être quelques-uns quand même, par faiblesse, avec regret. Mais bon, la Chine, pour nous autres architectes, c'était l'Eldorado. Un peuple, des moyens, des désirs. Vous savez, dans les domaines des arts, et d'ailleurs dans le domaine de la science et dans le domaine de la création d'une manière générale, sans désir, il n'y a pas de création. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens désirent quelque chose, et les Chinois désiraient construire, bâtir, s'approprier finalement toute une avance peut-être qu'on avait à ce moment-là sur le plan technique. Elle s'est compensée. On peut se demander d'ailleurs si l'inversion ne s'est pas produite. Ils nous attendaient, ils nous accueillaient, ce qui ne veut absolument pas dire que la vie a été simple. Nous avons mis beaucoup de temps à nous comprendre. Beaucoup. Mais, et d'autres architectes français qui sont là le diront, comme moi, ils ont aussi mis beaucoup de bonne volonté à nous comprendre. Quand je dis qu'ils nous accueillaient, ça veut dire qu'ils nous accueillaient pas seulement matériellement en nous offrant des dîners et en nous laissant travailler, mais qu'ils essayaient vraiment de nous comprendre. Et que du coup, nous avons essayé de les comprendre. Et que nous avons fait beaucoup de choses avec eux. Dans ce qui me concerne, cet opéra qui est, bon, voilà, sans doute le chef-d'œuvre de ma vie, quoi. Et puis un tas d'autres bâtiments un peu partout en Chine. Pas de concession, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne pas essayer effectivement de comprendre et de mépriser ou de passer à côté de la culture chinoise. Maintenant, la culture chinoise, qu'est-ce que c'est? Moi, je connais des gens, des Français, qui apprennent par cœur, je le disais à Chiang, ils apprennent par cœur les dynasties. Ouais, bon, moi, je ne connais pas la liste des rois de France dans l'ordre, alors je ne vois pas pourquoi j'apprendrais les dynasties chinoises sous prétexte de faire cultiver, quoi. Notez bien que je connais Henri IV, je connais un certain nombre de gens sérieux comme ça, mais hein, Henri II, non, moins, bref. Donc les dynasties, non. Les styles les uns derrière les autres, non. Mais les œuvres d'art chinoises, oui. Mais les Rutong qu'on pouvait visiter, oui. J'ai appris beaucoup plus, je pense, en me promenant un peu dans Pékin, un peu dans la mesure de mon temps disponible. Je n'ai rarement vu de population aussi accueillante. Hein. Moi, je ne parlais pas un mot de chinois. Je pointais ma tête dans une porte et on me disait, on me faisait signe d'entrée. C'était, hein, voilà, c'était un beau lieu, c'était bien. Et Wu Jianming, dans la citation qu'en a fait Michel Fouché, je crois que c'est vous qui l'avez faite, dit « Nous sommes différents ». Oui, on est absolument d'accord pour être différents et pour ne jamais essayer de combler cette différence. Jamais. Je crois que c'est en ça qu'on se ressemble entre Chinois et Français et c'est en ça qu'on s'entend. La mondialisation est une chose, la globalisation en est une autre, l'universalité en est encore une troisième. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans, sauf pour dire que tous les téléphones du monde soient les mêmes, que les avions du monde soient les mêmes, c'est normal. La loi de la gravité s'impose à tous. La science, dans ses fondamentaux et dans ses résultats, est la même pour tous. Nos sentiments sont les mêmes. Rappelez-vous Shakespeare et ses pièces inoubliables.
Hein. Notre sang est le même, nos passions sont les mêmes, nos secrets, nos tristesses sont les mêmes. Simplement, on les exprime autrement. C'est ça que j'ai passé mon temps à expliquer dans des conférences à des étudiants. Nous nous exprimons autrement, mais nous sentons les mêmes choses. Un deuil, c'est un deuil. Simplement, je vais vous l'annoncer en souriant ou en me déchirant les cheveux, selon que je suis chinois ou italien du Sud. Bon, ce qui est important pour nous, architectes, c'est de respecter les sentiments, les émotions, de tâcher de mettre en face de ces sentiments et de ces émotions des formes qui nous paraissent belles, dont nous décidons qu'elles sont belles par une espèce de décision folle. Qui sommes-nous pour décider ça? Rien, des gens de désir, des architectes, des gens qui travaillent, pas des... Et comme tous les artistes ne sont pas des fainéants qui pensent à une chose et puis qui la lisent comme ça sur du papier. Non, nous travaillons autant que d'autres et même beaucoup plus que d'autres, souvent. Mais nous ne savons pas justifier ce que nous faisons complètement. Il faut qu'on nous fasse confiance. Ouais, c'est pas simple ça. Comment faire confiance à un rigolo comme ça qui vient et qui dit « Je vais vous faire un grand bâtiment courbe hein ?» Immédiatement, il y a des tas de gens qui ont dit « Ça ressemble à un monument funéraire, c'est mal placé, il n'y a pas de fenêtre. » D'ailleurs, c'est un bâtiment sans fenêtre ni porte. C'est ce que disent mes amis de l'opéra. Donc cette confiance, elle se bâtit sur quoi? Elle se bâtit sur une espèce d'intuition, sur une espèce de volonté commune, sur une espèce de désir commun. Et puis, dans les meilleurs cas, ça marche. Ça marche dans un domaine l'architecture, qui ressemble au cinéma par bien des égards. Beaucoup d'argent. Il faut de l'argent pour faire de l'architecture. Et donc, ça crée des devoirs aux architectes par rapport à d'autres artistes qui sont très grands. Ils sont finalement gestionnaires d'une masse d'argent qui appartient au peuple, qui appartient aux gens, qui appartient au pays. Et donc, il faut qu'ils fassent un usage parcimonieux et en même temps audacieux. Il faut qu'ils n'hésitent pas à avoir des ambitions qui seront coûteuses et en même temps à contrôler leur ego pour ne pas faire des choses qui seront complètement inutiles et à la fin stupidement dispendieuses. Ah, ça c'est compliqué. Les gens du cinéma ont les mêmes problèmes. Mais nous, architectes, nous avons un problème de plus. C'est que ça dure. Si le film est raté, c'est pas difficile. Le mercredi soir, on le sait, et personne n'y va. Nous, on est condamnés à y aller, quoi, hein, tous ensemble. Donc, ça nous crée un devoir de plus. Bon. Encore une fois, je pense que de ce point de vue-là, la Chine a beaucoup construit. On nous a reproché que nous, architectes étrangers, français, européens, américains, nous venions là sur un terrain de jeu. La Chine était devenue notre terrain de jeu, que nous faisions en Chine, tout ce qui nous passait par la tête, hein, et tout ce qu'on nous interdirait de faire chez nous. Mais ça, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas vrai. Je ne connais pas d'architecte qui ait fait ça en Chine. Je pense que l'architecture est passablement dévergondée de nos jours, hein, qu'effectivement elle a rejoint la mode dans son espèce d'angoisse de formes toujours nouvelles et de renouvellement permanent, mais que dévergondée au point de se servir de l'argent de la Chine pour faire quelque chose d'idiot, non, jamais. Mais vous savez, en même temps, un tel développement de la Chine, et j'en viens un peu à l'avenir et à ce qui se passera, c'est un choc pour les Chinois. C'est à la fois un choc positif et négatif. C'est à la limite, où est notre culture? Un Français un jour, un Hollandais un autre, un Américain un troisième, viennent faire des choses chez nous, ils sont pleins de bonne volonté, ils sont honnêtes, mais et la Chine? Où est la Chine là-dedans? Alors, moi, je tente toujours de les rassurer, je leur dis, il n'y a qu'un droit
comme pour la nationalité, c'est le droit de la terre. Un bâtiment en Chine construit par des Chinois, c'est un bâtiment chinois. Que son auteur soit étranger, ce n'est pas si grave que ça. Mais enfin, ça ne rassure pas tout à fait les Chinois sur leur culture. Et donc, ils se posent cette question et ils ont raison de se la poser. Mais en même temps, ils sont en grand risque de se tromper. Chaque fois qu'on s'interroge sur sa culture, je me rappelle d'un article du Monde dont je ne connais pas l'auteur, dont je ne me rappelle pas l'auteur, mais qui était très lucide. Chaque fois qu'on s'interroge sur sa culture, on fait soit un pas de côté, soit un pas en arrière. On regarde géographiquement autour de soi ce que font les autres, ou on cherche l'inspiration dans la géographie, ou on se retourne et on cherche son inspiration dans l'histoire. Eh bien, il faut faire ni l'un ni l'autre. Il faut aller de l'avant. Le propre d'une culture, moi je ressens ma culture française comme ça, comme une grande chance. Une chance énorme d'avoir été élevé dans un monde où la littérature voulait dire quelque chose, où elle avait beaucoup à dire, où l'architecture avait beaucoup à dire, où la peinture, tous les arts, la musique, la danse avaient beaucoup à dire. Et moi, héritier de ça, c'est quelque chose qui me pousse dans le dos, qui me conforte, qui me donne une espèce d'assurance que je n'aurais pas tout seul. Eh bien, merci à ma culture. Et qu'est-ce qu'elle me demande, ma culture ? Eh bien, elle me demande d'aller de l'avant, de la prolonger, de la poursuivre. Et d'ailleurs, cette culture, jamais 2 générations ne la voient pareille. Ma vision du Moyen-Âge, ce n'est pas la vision du 19e sur le Moyen-Âge. Il y a autant de Moyen-Âge qu'il y a d'époques qui suivent le Moyen-Âge. Hein. La période moderne que nous vivons, elle sera interprétée par nos successeurs dans 50 ou 100 ans d'une manière complètement différente de la nôtre. Et la culture est une chose qui change tout le temps et qui est évolutive. Et je pense que les Chinois, fiers de leur culture, doivent exactement penser de la même manière, qu'elle est derrière eux, qu'elle les aide, qu'elle les pousse, et qu'ils sont là pour la prolonger et pas pour la copier. Pas de chinoiserie, pas de compromis. Et pas non plus de construction à la mode. C'est devenu à la mode de faire des choses du jamais vu. Et qu'est-ce que ça veut dire jamais vu ? Ça ne veut rien dire jamais vu. C'est bien ou c'est pas bien. Ça remplit un désir ou ça ne le remplit pas. C'est quelque chose de nouveau. Nouveau n'est pas le... Il n'y a rien de commun entre quelque chose qui est nouveau et quelque chose qu'on n'a jamais vu. C'est pas pareil, du tout, du tout. Nouveau, c'est un autre regard. C'est peut-être exactement la même chose que vous regardez d'un autre côté. Peut-être c'est très simple. Hein, alors que toutes ces complications de l'architecture d'aujourd'hui sont effectivement inutiles. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire les architectes chinois ? Mais d'abord, ils prennent les choses en main. D'abord, ils ont une éducation qu'ils n'avaient pas et qui est très complète. Ils sont nombreux et bien formés maintenant. Moi, j'ai été dans une école chinoise, j'ai enseigné pendant 4 ans, et c'était une manière de restituer un peu de ce que la Chine m'avait donné. Et je peux vous garantir qu'ils ont une formation qui vaut la nôtre, avec tous les défauts d'ailleurs qu'ont nos formations à nous. Abus de l'image, recours à la mode, recours abusif à Internet, qui est à la fois une chose absolument merveilleuse et un tissu de mensonges, et dans lequel il faut trier. Toute l'éducation devrait être d'apprendre à trier. Bon, ils sont tout ça, il faut qu'ils prennent en main leurs affaires. Donc, raisonnablement, c'est eux qui de plus en plus construisent les bâtiments en Chine. Moi, ça me désole parce que j'aimerais bien continuer, mais je pense que c'est très raisonnable que ce soit eux qui les fassent et moi qui les regarde faire. Et puis, vous verrez, ils vont s'apprêter à participer du grand échange. L'art, c'est une respiration entre les gens, entre les peuples. Hein. À tout moment, les Italiens sont venus en France, on les a rejetés, ils sont revenus, ils sont partis. On a fait les croisades, on est revenu avec des images architecturales qu'on a traduites ici. C'est un échange permanent, une respiration permanente. La Chine a inspiré très fort tout ce qui était européen, américain, et maintenant elle va
souffler. Comme le Japon a soufflé, après avoir mélangé sa propre culture et la culture occidentale. Vous avez un nombre d'architectes japonais considérable partout dans le monde. Eh bien, vous verrez, je prends date, il y a déjà un certain nombre d'architectes chinois et de firmes chinoises qui travaillent dans le monde. Eh bien, il va y en avoir de plus en plus. Et on a besoin d'eux. Et on a besoin de cette respiration, et on a besoin de cet échange. Et on a besoin de leur vision de notre culture pour nous-mêmes la reprendre en main, continuer et progresser. Donc voilà, je crois profondément à cette respiration générale, à cet échange, et au fait que, différents, toujours différents, nous pouvons travailler ensemble. Merci beaucoup.